Bonjour, je commence par ce titre énigmatique, signe de stèle, qui n'est pas très explicite, mais qui va me permettre de parler des statues menhirs, à la fois comme des objets et à la fois comme le support d'interprétation et d'explication qui sont en rapport avec la lecture des motifs, qui sont sur ces éléments qu'il va falloir d'abord définir. Je vais d'abord définir les statues menhirs, je vais vous expliquer rapidement comment on les étudie. Je vais ensuite aller dans le milieu de la France pour vous donner des détails très rapides sur les différents groupes culturels. Tout ça pour aboutir à une proposition d'explication plutôt d'hypothèses relatifs à leur usage et leur fonction. Alors les statues menhirs, donc, ce sont des éléments en pierre de tailles différentes. Ça peut aller de quelques 20, 30, 40 cm jusqu'à 4 mètres de haut, qui ont été produites à peu près au même moment en Europe occidentale et en Europe occidentale, pardon, au cours du 4e et 3e millénaire, du 11e tiers du 4e millénaire, jusque pratiquement à la fin du 3e, c'est-à-dire pendant à peu près plus de 1000 ans. Alors elles sont abondantes, on le verra tout à l'heure, dans le bassin méditerranéen, dans les îles et sur les zones terrestres, dans les régions qui bordent la Méditerranée, mais également en Europe orientale, dans les Balkans. On trouve également des exemplaires très intéressants dans les Alpes, avec des gros rassemblements de stèles dans des nécropoles, ainsi qu'une dispersion des statues menhirs dans un vaste périmètre. Alors elles se distinguent, alors je verrai tout à l'heure les différents motifs qui les composent. Donc vous voyez ici une carte qui représente donc la zone d'extension au Larsen du Dottais, avec les différents groupes que les archéologues au cours du temps, elles sont étudiées depuis le 19e siècle à peu près, ont isolé de manière empirique, bien sûr, à travers des analyses typologiques, des différenciations ou des ressemblances. Donc on a un groupe qui est localisé dans le sud de la France, un groupe qui est localisé sur le rivage de l'Atlantique, entre la Grande-Bretagne et puis les Pays-Bas. Un autre groupe qui est apparenté, qui est tout à fait un groupe de statues menhirs, même s'il y en a qui est apparenté dans la péninsule ibérique. Alors un groupe important également dans les Balkans, en Crimée, en Ukraine, et quelques ensembles isolés de datation parfois difficiles à préciser dans le Sahara ou en Arabie, dans le désert d'Arabie, du Yémen, pratiquement jusqu'à la Jordanie. Alors évidemment, ces éléments ne sont pas tous datés de la même période, comme vous le voyez sur la carte. Il y a des statues menhirs qui sont anciennes, c'est-à-dire qu'elles datent du néolithique final. On peut également inclure dans les statues menhirs des monuments plus anciens datant du néolithique moyen. C'est plutôt une posture qu'une hypothèse qui essaye de maintenir une filiation entre des piliers de sépultures mégalithiques de l'ouest de la France et l'ensemble des productions de statues ou de stèles qui vont être beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus unitaires finalement au néolithique final. Enfin, c'est une hypothèse qui est suivie par un certain nombre d'archéologues qui voient aussi une continuité de ces productions jusqu'à l'âge du fer. Donc vous avez ici par exemple une stèle de l'âge du bronze final à gauche qui est corse, au milieu une stèle éthiopienne qui date du 8e, 10e siècle, et à droite une petite stèle bouclier, ce qu'on appelle une stèle panoplie, qui date de l'âge du bronze final, mais dans le sud de la France. Alors l'étude passe par une décomposition typologique, hein, c'est la méthode classique qui a été inaugurée dans les années 1930 par Octobon, qui a produit la première grande synthèse sur les statues menhirs. C'est pas le découvreur des statues menhirs, c'est la découverte dès le milieu du deuxième moitié du 19e siècle. Mais néanmoins, c'est lui qui a un petit peu inauguré la méthode qui consiste à séparer les différents éléments
qui constituent l'iconographie. D'abord la silhouette. Alors ce problème de silhouette est récurrent, c'est-à-dire que certains menhirs, c'est-à-dire des pierres dressées, évoquent vaguement une silhouette humaine. C'est le cas par exemple de ce menhir du Luxembourg qui est au milieu, ou alors ces menhirs à petits apicules sommitales qui sont des très belles stèles qui sont dressées à Yverdon dans un alignement, ou encore à droite des stèles à épaulement sur lesquelles on peut deviner quand même qu'il y a une image, probablement une face humaine. On devine un collier effacé sous la protubérance centrale. Donc ils sont bien des silhouettes qui évoquent de près ou de loin l'anthropomorphisme. C'est surtout le visage, c'est-à-dire la tête, qui va déterminer la classification dans les statues menhirs, avec une expression qui est relativement uniforme dans l'ensemble des productions. Vous avez ici des sommets de statues menhirs qui proviennent de régions très éloignées, sud de la France, Italie, Aponique, Bulgarie et Provence. Et la particularité de ces représentations, et c'est assez universel, mais c'est très courant à cette époque, c'est l'absence de bouche. Et la représentation de la face la plus simplement possible par deux yeux, la barre du nez et parfois la barre horizontale qui représente les arcades sourcilières. Alors ce type de représentation, on va le trouver partout dans des civilisations qui n'ont pas forcément des rapports. On va trouver ça en Amérique du Sud, on va trouver ça en Océanie. Voilà, c'est une façon très simple et presque normale ou universelle de représenter le visage. À ceci près que la particularité quand même, c'est cette absence de bouche qui est récurrente puisque on trouve très peu d'exemplaires pendant le néolithique final, c'est-à-dire donc je répète entre le deuxième tiers du quatrième millénaire, enfin fin du néolithique final finalement entre le deuxième tiers du quatrième millénaire et le dernière moitié, le dernier tiers du troisième. Donc on va absolument pas trouver à deux ou trois exceptions près, de figuration de bouche. Certaines ont pu être ajoutées. En revanche, on va trouver des bouches aux périodes suivantes, c'est-à-dire à l'âge du bronze et à l'âge du fer. Pour moi, c'est une signification assez importante. Alors également, parmi les motifs récurrents, on a les colliers, alors à un rang, à plusieurs rangs, à perles centrales, comme dans le cas de la statue menhir de Colorgue en haut à gauche, on distingue mal la perle, mais elle existe. Elle a été mise surtout en évidence par un article récent d'un de nos collègues dans la SPF, et enfin peut-être dans la SPF. Et puis vous voyez une grande perle centrale ici, parfois des pendeloques, des colliers à plusieurs rangs. Vous avez un exemplaire ici de collier reconstitué qui provient d'une tombe du sud-ouest de la France. Donc des colliers à petites perles annulaires probablement. Alors les colliers sont portés indifféremment par des statues dites féminines, c'est-à-dire qui possèdent des protubérances identifiées comme des seins, vous voyez les deux exemplaires en haut, ou des statues menhirs qui ne portent pas de seins mais des armes qui sont assimilées à des statues masculines. Je reviendrai rapidement sur le sujet. Alors on voit également les bras et les jambes qui sont caractéristiques par exemple ici du beau groupe du Rouergat, c'est-à-dire le groupe qui est situé vraiment dans la partie sud-ouest de la zone d'extension des statues menhirs méridionales, où on voit que les personnages, si ce sont des personnages bien sûr, portent une sorte de cape avec des bandes verticales qui descendent jusqu'aux pieds, de part et d'autre des jambes, et dont la taille est entourée d'une ceinture qui peut être munie d'une boucle, ou dans certains cas être composée de deux bandes à coller. Sur le torse de cette statue de Saint-Cernin qui est au centre, dont on a la face et le dos, on voit pendre une pendeloque qu'on a retrouvée en fouille archéologique. Sur la photo de gauche, la statue qui est isolée, c'est une plus grande statue qui est masculine, qui porte un poignard, ce qu'on appelle l'objet, un arc et des flèches, et qui porte également cette longue cape qui est de part et d'autre des jambes. Alors on se demande si en fait c'est pas une sorte de cape ou de capeline qui dévoilerait à la fois le buste et la base du corps, mais qui tomberait évidemment sur le dos. Alors en haut du dos on remarque sur la statue de droite des volutes qui sont appelées épaules, mais qui figurent peut-être également des décors des vêtements ou des plis des vêtements. C'est pas forcément un motif anatomique.
Alors évidemment, ce qui a caractérisé très tôt ces monuments, c'est la présence d'ustensiles qui sont associés à des attribués comme étant des armements, c'est-à-dire des armements, poignards. Alors sur la grande statue qui est à, alors je sais pas si vous la voyez à gauche, oui, je pense. Sur la statue qui est à gauche, on voit toute une succession d'armes qui sont gravées en creux sur la surface. On voit une hache, on voit plusieurs poignards qui sont superposés les uns aux autres. C'est un style très particulier du nord de l'Italie. Et sur la statue de droite, qui est la statue de Montaillon, qui est la seule qui ait vraiment donné une chronologie ancienne dans le midi de la France, puisqu'elle date d'environ 3200 avant Jésus-Christ, on voit une crosse, qui est peut-être un casse-tête, hein, avec dessous un objet assez curieux qui serait un poignard avec un manche corniforme, hein, qui évoquerait des cornes de bovin ou d'animal à cornes en fait, souligné par deux triangles. Donc, énigmatiques, qui sont peut-être des représentations de haches, comme dans le bassin, comme dans la région de Bretagne, où on représente des lames de hache de cette manière, ou des pendentifs qui sont sous le poignard. On connaît en Italie des poignards qui possèdent comme ça un pendentif. Voilà, donc c'est un motif qui existe hein, sur d'autres statues de la même région et qu'on a du mal à interpréter dans la mesure où on ne retrouve pas d'équivalent en fouilles archéologiques. Ces stèles à poignard, évidemment, sont parmi les plus récentes, mais peuvent nous aider, nous éclairer sur la fonction de ces étranges ustensiles qui sont portés par les stèles du midi de la France. Alors ici, on voit des poignards. Alors l'avantage des stèles italiennes, enfin si c'est un bloc stèle, en fait, c'est un bloc naturel dont la forme était probablement évocatrice de la région du Val Camonica, dans le nord dans les Alpes italiennes, qui va recevoir des figurations de poignards à pommeau arqué, qu'on identifie assez bien dans le style de Remedello et de Spilamberto, qui sont des cultures archéologiques italiennes. On a retrouvé des exemplaires, des copies en os de ces poignards, et on a également des indications des rivets sur les pommeaux et parfois au contact des lames, qui montrent que c'était des poignards métalliques. Donc ici, on est en plein dans l'âge du cuivre. Pour ce qui est des périodes antérieures, pour ce qui est de la stèle antérieure qui est ici, l'âge du cuivre n'est pas du tout signifié par cet objet, puisque on est antérieur en principe à l'apparition de la métallurgie. Alors d'autres figurations de poignards beaucoup plus explicites, par exemple sur des statues d'Italie aponique, dans la région de la Lunigiana, on voit différents styles. Alors, c'est ces fameuses statues menhirs qui avaient été interprétées comme des représentations de cosmonautes extraterrestres dans les années 70, au moment de la gloire de l'archéologie romantique, disons, de la pseudo-archéologie, avec des écrivains comme Charroux, Charade, etc. Et donc, ça, c'est un casque, hein, ni plus ni moins, probablement un casque. Alors, en cuir, vraisemblablement. Dans une période plus récente, la tête est dégagée avec un coup, vous voyez, puis là, on a ce qu'on appelle une tête en chapeau de gendarme. Et ces deux styles de statues tiennent un poignard qui est clairement dessiné et qui est la représentation essentielle, qui fait évidemment que ces stèles ont été immédiatement interprétées comme des représentations de guerriers et de personnages dominants de manière assez naturelle. Alors ces fameux objets là, dont vous avez ici un exemplaire très très bien sculpté en bas-relief sur une stèle du Rouergue avec son corps allongé et sa grande cupule sommitale, a été comparé à une certaine période avec des objets qu'on a retrouvés en os ou en pierre, notamment celui-ci qui est en os, retrouvés dans des dolmens ou des grottes sépulcrales, et qu'on a appelé les objets votifs. On a pensé en fait que c'était la représentation avec une partie qui a disparu, probablement en matériaux périssables, de ces objets qui étaient donc pas en métal, hein, ni en silex, mais en roche banale, si vous voulez, en grès ou en calcaire, avec probablement attaché un élément en cuir ou en bois qui aurait disparu. On a aussi, donc, chez Octobon, il y a une planche qui rassemble différents objets qui existaient à l'époque. On a aussi envisagé la combinaison d'anneaux en os avec des sortes de grandes pendeloques,
hein, qui sont retrouvés dans des grottes de la même période, pas forcément dans la même. On a une unique représentation d'un objet dans la vallée des Merveilles qui compte je crois, 50 000 gravures, et donc dont des dizaines de milliers de gravures de poignards, mais on a un seul objet, voilà, comparable aux objets de certaines statues minières du Midi qui est représenté. On a ici, venant de fouilles dans l'est de l'Europe, je crois que c'est en Allemagne ou en Suisse, je sais plus, des fourreaux qui contenaient donc des poignards avec leurs attaches. Et on a longtemps pensé, et on continue à le penser d'ailleurs, que c'est des représentations de fourreaux et non pas des objets qui sont contenus dans ces fourreaux, ce qui est assez étrange. Là, j'ai mis un gaucho d'Argentine avec son porte couteau, ciseaux divers, enfin instruments divers variés pour faire son travail, hein, pour traiter le bétail. Ici, un objet très isolé qui est en Suisse, sur la stèle de Lutry. Vous voyez, on retrouve même en Suisse des influences languedociennes. Et puis là, une découverte assez récente dans la région de l'Odève, où on retrouve une lame de poignard, alors en os, en pierre ou en métal, on ne sait pas, avec, vous voyez, cet aspect de pommeau corniforme que je signalais tout à l'heure. Donc là, on est plutôt dans le groupe proche du groupe qui a livré ces objets avec le pommeau corniforme que je vous ai montré tout à l'heure. Donc probablement la représentation d'une arme, d'un poignard, peut-être la schématisation de quelque chose qu'on a du mal à saisir en ce qui concerne le pommeau. Alors les ensembles du sud de la France sont bien connus maintenant depuis très longtemps, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a de nombreuses publications. On a ici l'ensemble du Rouergue, vous voyez, qui est très important. Ici l'ensemble Languedoc-Ardèche, qui remonte un peu le long de la vallée du Rhône, et dans la plaine de la Durance, et dans les plaines intérieures de la Provence, un ensemble extrêmement dispersé. Sa dispersion est peut-être due à des biais de recherche, hein, qui va des rives du Rhône, c'est-à-dire de la région d'Avignon, jusque dans le Var, à hauteur de Brignoles. Donc on va retrouver tout un étalement de petites stèles, que j'appelle des stèles bustes, qui sont dans ce secteur. Alors alors après les groupes les plus proches sont les groupes de la péninsule ibérique, de l'autre côté des Pyrénées, et les groupes alpins qui sont au nord-est de la Durance. Alors au sein de ces ensembles, à l'aide de variations typologiques, on distingue des sous-groupes, hein, avec des variations qui sont surtout visibles pour les spécialistes. Par exemple, ici en Languedoc, il y a un petit groupe au nord de Montpellier qui s'appelle le groupe Héroltais. Il y a aussi un groupe gardois dans le centre du Gard, avec une grande variété de représentations de stèles, et puis différentes époques probablement aussi. Au contact de la Provence et du Languedoc, il y a un petit groupe ici, très, très restreint, de 3 stèles, qui appartient au comtat vénessin, le groupe du comtat vénessin. Tour d'Avignon, donc. On distingue de manière empirique et très rapide les trois ou quatre ensembles. Le groupe du Rouergue avec des stèles qui sont entièrement sculptées sur tous les côtés, qu'on peut qualifier de statues. Le dos et la face sont sculptés. On voit qu'il y a les vêtements, les jambes, les bras, des ustensiles divers. Le groupe languedocien, où les jambes ne sont jamais représentées, vous voyez, cette partie-là est vide, mais où on va trouver les bras, des objets comme la crosse enfin l'objet proprement dit ainsi que la crosse. Toutes ces stèles ont des visages. Le groupe du nord de Montpellier, des petits causes de l'Hérault, avec juste en général, il y a très peu de motifs, il y a juste la face qui est représentée, comme le groupe de Provence, où il y a la face qui est représentée avec une coiffure qui semble encadrer un visage muet, une coiffure très décorée, je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. Vous voyez déjà qu'entre ces trois groupes, même s'ils sont localisés dans une partie méridionale de notre pays, ils présentent quand même des différences assez importantes. Alors les stèles de Provence seraient les plus anciennes, donc sont les plus anciennes d'après les attestations de fouilles, de prospection et de découvertes récentes, autour de 3500, avant 3500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le néolithique moyen. Voilà, je viens de vous les décrire, elle se caractérise par cette sorte de coiffure, de coiffe très décorée, comme ici sur les belles stèles de la Lombarde à Puy-Vert, où il y a un détail du travail. Alors c'est de la pierre extrêmement tendre, elles ne sont pas très grandes,
elles font dans les 50-60 cm de hauteur, et la pierre est très tendre. C'est un calcaire tendre, coquillé, fin, qui permet de tailler assez facilement les motifs. Et vous voyez qu'elles sont privées de bouche. Elles sont appointies, probablement destinées à être fichées en terre. Celles-ci, enfin pas celles-ci, mais celles de Tretz, un autre groupe de stèles, ont été trouvées au contact de sépultures probables, sépultures en puits qui ont été datées du néolithique moyen final. Vous voyez aussi la particularité du sommet, là, qui est concave, hein, avec deux ailettes, donc qui font effectivement penser à une sorte de coiffure. Alors elles proviennent du même endroit, mais elles ont été trouvées hors contexte archéologique. Donc c'est un exemple des stèles de Provence. Certaines sont peintes. On a retrouvé des traces d'ocre. Ça se voit un peu sur la photo ici, hein, des traces d'ocre rouge. C'est du cinabre la plupart du temps. Cinabre qui est utilisé très fréquemment à la fin du néolithique, à la fois pour enduire les corps dans les tombes ou pour faire des peintures sur rocher ou pour enduire ces stèles, qui est un produit toxique d'ailleurs. Dans la région d'Avignon, on trouve trois petits stèles très identiques, enfin pas identiques exactement, mais qui ont un visage en arceau, vous voyez. On dessine ici une sorte de visage très schématisé. Également sur celle-ci, il y a deux yeux quand même qui sont figurés à l'intérieur, donc c'est un style très particulier. Un visage avec une coiffure, hein, et puis un petit motif soléiforme. Voilà, puis là le troisième œil ici. Donc ici il y a uniquement ce fragment, hein, qui a été trouvé. Elles sont plus ou moins en contexte. Celle-ci proviendrait d'un habitat campaniforme. Celle-ci, pardon, proviendrait d'un habitat campaniforme, donc elle serait datée de la fin du néolithique, ce qui est en contradiction avec les datations des autres stèles de Provence. Donc il n'y a rien d'absolument sûr sur cette chronologie. Alors, les stèles du groupe ardéchois et gardois sont plus grandes. On vient passer le Rhône, là, de l'autre côté du Rhône. Et on va trouver des stèles assez schématisées en Ardèche. Elles ne sont pas très nombreuses, hein, on en compte 3, peut-être 4, avec des représentations de crosses. Alors celle-ci, la stèle de la Gorse, dont il manque la base, possède deux crosses qui ressemblent à des haches, encore une fois peut-être des casse-têtes, qui sont croisées sur le torse. Vous voyez. Alors ces haches croisées, alors ici avec les manches, on va retrouver ça pendant très longtemps dans la protohistoire, notamment dans les sépultures de l'âge du bronze, jusque dans les sépultures de l'âge du bronze final, avec des dépôts de haches croisées déposées près des corps. Je dis ça parce qu'il y a une possible correspondance entre ces monuments et des contextes sépulcraux. Donc il est possible que cette habitude de déposer des haches auprès des morts ou de les figurer sur les défunts, sur les statues des défunts, ait une origine assez lointaine. D'autres, je ne vais pas en montrer toutes, hein, il y en a une soixantaine, donc la stèle de Baron, alors on parle plutôt de stèle que de statue menhir dans la mesure où il n'y a que la face et éventuellement les côtés qui reçoivent une décoration. Le dos n'est jamais sculpté ou gravé, à peut-être une ou deux exceptions près, mais c'est la règle générale. Donc elle porte une sorte de plastron, hein, qui peut être assimilé à des éléments de cuirasse qu'on retrouvera plus tard dans les statues menhirs de l'âge du fer, un visage assez sombre là en forme d'encre, très impressionnant par leur aspect assez rébarbatif. Puis elle tient un objet à grande boucle ici, un peu comme c'est l'objet qu'on a vu tout à l'heure. Ici la petite stèle de Saint Philibert avec sa crosse magnifiquement sculptée. Vous voyez, la crosse a d'abord été sculptée, sans doute sur le visage, et le bras là est forcément court pour la tenir, hein, il n'a pas la place de passer, là le bras va jusqu'à la crosse qu'il a l'air de tenir. Ici il tient l'objet, la statue tient l'objet, et ici elle tient la crosse. Il est probable que ces deux monuments, même s'ils n'ont pas les mêmes types de représentation, alors il y a également une petite pendeloque en haut là, peut-être une deuxième. Il est évident que ces monuments sont probablement contemporains, même si les symboles qui les accompagnent sont différents. Le contexte de celle-ci, c'est pourtant une station assez récente, la culture de Fontbouisse. J'ai prospecté le lieu de la découverte de la statue de Baron, mais je n'ai absolument rien trouvé au sol. Alors des exemplaires assez particuliers, par exemple ici à Montagnac, avec cette sorte de masque, hein, qui est tenu par les bras devant le visage. Alors on peut y voir soit une prière
en adoration, soit les mains qui soutiennent quelque chose devant le visage. Je reviendrai là-dessus sur ce problème, avec une perle centrale également. Et la belle statue des Roumanie à Sainte-Théodorite, qui porte sa perle centrale, et les yeux qui sont soulignés par des arceaux, une sorte de tatouage figuré sous les yeux. Les bras sont en creux, avec les mains qui sont gravées en traits, et les flancs portent des côtes, on appelle ça des flancs côtelés. Alors, la statue de Montaillon que je vous ai montré tout à l'heure, elle est importante parce qu'elle a été fouillée dans les années 80, au milieu des années 80. On a retrouvé le site de fouille, on a pu effectuer la fouille, on a trouvé un mobilier datant la stèle du néolithique final 2, c'est-à-dire autour de 3200 à 2800 avant Jésus-Christ. Donc c'est parmi l'une des plus anciennes qui soit correctement datée par le mobilier en Méditerranée occidentale. Alors elle possède, je vous rappelle, cette crosse. Il y a une deuxième crosse ici qui a été ébauchée, mais probablement les traits ont été abandonnés pour la sculpter un peu plus bas, au-dessus de ce bel objet corniforme avec ces deux pendeloques, ces deux pendentifs ou ces deux haches qui sont figurées dessous. Une autre découverte récente, enfin un peu plus récente que celle de Montaillon, qui est également en contexte, au bord d'un chemin, la découverte d'un fragment de stèle, vous voyez également avec c'est ce poignard avec ces deux anneaux très curieux de chaque côté, donc on est dans le même style, on est tout près d'ailleurs, on a quelques kilomètres seulement, 3 ou 4 kilomètres. Un fragment de stèle qui avait été incorporé au bord d'une route dans un talus avec des pierrailles. La fouille a eu lieu et donc a permis de dégager cet ensemble et de montrer qu'en fait, il constituait une sorte de coffre, vous voyez, après la fouille, une sorte de coffre, dans lequel sont inclus à la fois des piliers stèles, des stèles aniconiques non décorées, des statues menhirs, qui ont servi soit de parement, alors vous voyez cette petite statue menhir qui n'a qu'un visage, le visage est ici, les yeux ici, la barre du nez, enfin, il n'y a pas de barre de nez en fait, c'est juste un creux, puis le nez vertical ici, et une statue menhir qui est en seuil de quelque chose qui laisse une entrée. Alors on n'a pas pu fouiller parce qu'on n'a pas eu l'autorisation du propriétaire, mais on est peut-être sur l'entrée d'un monument funéraire dans lequel 5 stèles, 5 statues menhirs, 5 stèles anthropomorphes ont été réutilisées. On n'est pas revenu depuis 1996, je crois, sur les lieux. Et il y aura une fouille magnifique à faire ici, en collaboration avec des collègues qui seraient intéressés. Et avec l'autorisation, évidemment, des services régionaux de l'archéologie, ce qui n'est pas gagné. Donc là, vous avez les ensembles de courions avec 1, 2, 3, 4 stèles, plus une 5e aniconique, et le fragment de stèle plus ancienne, une époque plus ancienne, qui est réutilisée à l'intérieur. L'ensemble est daté la seconde période des statues menhirs, d'après le mobilier. L'ensemble est probablement sépulcral, puisqu'on y a découvert un fragment de mâchoire humaine sur le pavage au fond, mais apparemment le pavage avait été nettoyé. Et un fragment de mâchoire humaine et donc de la céramique datée du 3e millénaire. Donc c'est le deuxième ensemble de stèles, à peu près bien daté. Il y en a d'autres, hein, dans le midi de la France. Une stèle très particulière, vous voyez, avec son visage qu'on retrouve avec les arceaux sous les yeux, et puis le T facial ici, mais le collier probablement, mais gravé sur un calcaire très irrégulier, coquillé, qui figurait à l'arrière d'une tombe, en forme de fer à cheval, on appelle ça des tombes ovales, qui sont en fait des maisons des morts, construites au 3e millénaire par la culture de Fontbouis. Et cette stèle est datée de l'extrême fin du néolithique, peut-être à cheval sur le bronze ancien, d'après le mobilier archéologique qui a été retrouvé lors de fouilles qui remontent aux années 40, hein, donc des fouilles qui sont relativement peu précises. Alors, il y a des comparaisons utiles entre les ensembles du Midi de la France et des ensembles contemporains dans d'autres régions. Je ne vais pas toutes les faire, mais je vais vous donner quelques exemples. Notamment vers 3000, c'est-à-dire au début du 3e millénaire, les figurations qui sont réalisées en relief ou en creux sur les parois des longs dolmens, que sont les allées couvertes, hein, vous voyez ces exemples de dolmens très allongés, qu'on appelle les allées couvertes, qu'on va retrouver en nombre dans le bassin parisien et surtout dans l'ouest de la France, c'est ici à l'intérieur d'un de ces monuments. Donc des monuments funéraires qui contenaient des tombes collectives, hein, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers
de défunts entassés dans ces monuments qui peuvent être très longs, hein, ça peut aller jusqu'à 20 mètres, 30 mètres de long, et relativement bas, 1,50 m en moyenne, je pense. Hein, je les connais pas toutes, mais en fait, en général, elles sont assez basses. Voilà. Donc, on connaît aussi des allées couvertes dans d'autres régions, mais enfin, celle-ci nous intéresse en particulier parce que elles ont ces motifs en forme d'écusson, vous voyez, assez particuliers, un peu curieux. Alors, on les distingue plus ou moins bien. Là, c'est relativement bien dessiné. Ici, un motif en écusson avec des sortes de traits en gerbe ou en côte, on ne sait pas trop comment les interpréter. D'autres motifs en écusson, on va voir le relevé là. Alors pourquoi je vous montre ces motifs? Parce que je vous rappelle je vous avais montré là, à peu près la même chose sur une stèle de Provence, hein, avec ces deux arceaux et les yeux qui sont figurés de part et d'autre de la barre verticale, comme ici par exemple, hein. Deux arceaux et les yeux ici, ou deux arceaux et probablement les yeux de Sparte. Donc il y a des comparaisons éloignées qui sont possibles, évidemment ce ne sont que des comparaisons, donc de valeur toute relative, mais c'est la première chose qui est venue à l'idée des archéologues lorsqu'ils ont trouvé dans les années 60 cette stèle à l'Isle-sur-Sorgue, en Vaucluse. Alors on retrouve également dans les allées couvertes du bassin parisien une association de Bretagne, pardon, une association entre les saints par paire et ici les colliers. Vous voyez, il y a des colliers qui sont dessous, figurés sur ce montant, en creux sur ce montant, de la couverte de Créantoul à Trégastel. Dans le bassin parisien, on va retrouver aussi, par exemple, la pierre turquoise ici, pas très loin de Paris, avec un collier à deux rangs, surmontant deux saints. Donc des parentés avec ce qu'on a trouvé, ce qu'on a vu sur les statues minières. On va également trouver dans la vallée de la Marne des hypogées, c'est-à-dire des grottes artificielles souterraines. Elles sont pas nombreuses, il y en a 4 ou 5, il y en a 5 je crois, sur lesquelles on a gravé des personnages ou des anthropomorphes. Ici pourvu d'une bouche avec le T facial. Voilà. Là, il y a une hache qui est représentée, je ne sais pas si vous la voyez. Et puis, il y a des motifs beaucoup plus significatifs, avec ici une stèle en creux. Les seins sont en relief, le collier à perles uniques, les deux yeux de chaque côté de la barre du nez. Donc ça qui est... Alors, il y a ces monuments sont datés autour de 2009-2005. Ils appartiennent à la civilisation sénéoise-marne. Il y a beaucoup de connexions, il y a de nombreuses connexions. Il n'y a pas que des connexions stylistiques à travers la statuaire, mais il y a des connexions à travers le mobilier entre la culture sénéoise-marne et certains éléments des cultures du sud de la France qui sont contemporaines. C'est des rapports qui ont été soulignés il y a très longtemps par Jean Arnal, Gabriel Rodriguez et beaucoup d'autres archéologues dans les années 60, dès les années 60. Costantini aussi. Alors, quelques idées à partir de ce rapide tour d'horizon. Les premières, des idées qui viennent à l'esprit, évidemment, c'est une description des types et des styles. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça a été la principale préoccupation des archéologues, surtout des archéologues régionalistes, c'est de dresser les corpus. De dresser les corpus et de définir les groupes et les sous-groupes typologiques et géographiques. Donc, cette comparaison ou cette division typologique est toujours délicate dans la mesure où lorsque l'on veut représenter un anthropomorphe ou un personnage, on va le représenter par imitation de la forme humaine. Donc logiquement, on va placer le visage en haut, les pieds en bas et les bras sur le côté. Ça paraît assez logique. Donc ça va déjà conditionner d'une certaine manière la position des éléments de l'iconographie sur le support. Mais on constate quand même au niveau macro-régional, c'est-à-dire dans un espace beaucoup plus large que le Languedoc ou la Provence ou le Rouergue, c'est-à-dire le bassin méditerranéen et les Alpes, que la position des objets est quand même relativement choisie. Alors, excusez-moi, je vais ouvrir les images à côté parce que c'est un peu petit sur mon écran là. J'arrive, si vous voulez bien. Je ne veux pas. Bon. Donc on voit ici une représentation du visage avec les différentes variations selon les régions. Hein, voilà. Et ici une représentation des principaux motifs
avec la ceinture, en quelque sorte, qui va servir de division entre des catégories de motifs et d'autres catégories de motifs. Donc il y a une certaine logique quand même qui permet de voir qu'il y a des rapports assez étroits, au moins dans la composition des motifs, dans la composition de l'iconographie, entre des régions parfois très éloignées. C'est la première manière la première idée qui vient à l'esprit. Alors on peut ensuite dresser des cartes qui montrent des réseaux de relations entre les différents groupes du bassin méditerranéen en fonction de la présence et de la position de certains motifs. Alors cette unité qui cache toujours, comme c'est assez habituel, une certaine typicité au sein des ensembles, cette unité a été soulignée très tôt, pratiquement dès le XIXe siècle, au moment de la découverte des premières statues menhirs du Rouergue par l'abbé Hermet, donc dans les années 1880-1890. Et cette communauté de représentation, notamment avec l'absence de bouche, on a appelé ça les déesses muettes à l'époque, et la relation avec les milieux funéraires a été soulignée de manière extrêmement précoce. Et évidemment, on a tout de suite comparé les découvertes, par exemple, de l'Italie appennique, ici, qui était très semblable, qui renvoyait immédiatement aux exemplaires méridionaux. Donc, c'est pas une nouveauté. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir faire une sériation. On l'a fait de manière automatique, mais peut-être un peu plus fine, sur des ressemblances qui soient pas accidentelles, mais qui sont véritables, notamment qui pourraient être soulignées par le déplacement, le transport ou la distribution de certains traits matériels, de certains objets d'une culture à l'autre. Les statues menhirs sont pas isolées en soi, elles ne peuvent être étudiées que dans l'ensemble des cultures du bassin méditerranéen qui sont relativement bien connues et dans l'ensemble des relations qui unissent les différentes cultures du bassin méditerranéen, soit par l'échange d'objets emblématiques, soit par le transport de matériaux, la recherche du silex, la recherche de la matière osseuse, du métal, du minerai de cuivre ou de l'étain. Soulignons aussi que ces problèmes de dispersion, de diffusion territoriale sont maintenant vus à travers le prisme de la paléogénomique. Et certains auteurs, à l'heure actuelle, superposent les données de la paléogénomique avec le déplacement, le voyage des gènes, on pourrait dire, et les rapports éloignés qui existent entre différents groupes, faisant en général venir des Balkans un réseau d'influence qui irait se déplacer vers l'ouest pour apporter en même temps que le cuivre, en même temps que le métal, en même temps que la métallurgie du cuivre, la représentation de ces personnages et de ces statues. Pour l'instant, l'hypothèse est ébauchée, elle demande encore à être confirmée. D'autant plus qu'il y a des statues menhirs extrêmement anciennes dans la partie ouest. Alors, une description des mobilités culturelles, donc c'est ce dont je parle, est effectivement extrêmement intéressante, car ces objets sont avant tout des témoignages, des objets archéologiques, et ils pourraient également témoigner d'une forme de mobilité, surtout si on tient plus compte des statues menhirs seules, mais de l'ensemble des représentations graphiques, qui sont à la fois des représentations de stèles sculptées, mais aussi des représentations sur support rocheux. Il s'agit des gravures, des grands sites à gravure des Alpes ou des Pyrénées ou des Cévennes, dans lesquels on va trouver des accumulations considérables de gravures qui rappellent parfois les motifs qui sont sur les statues menhirs. Et donc ça, c'est un essai que je fais sur une autre forme de classification qui tiendrait plus compte du support, mais uniquement de la gravure ou de la sculpture et des modalités de cette gravure ou de cette sculpture, à savoir si elle est fréquemment associée avec d'autres motifs, si elle est répétée sur le support jusqu'à le remplir, si au contraire elle est dispersée sur le support pour simplifier la représentation, si elle répète les mêmes motifs à foison sur un support, etc. Donc ce qui m'a conduit à faire une classification un peu différente, où on regroupe par caractéristiques différents modèles de représentation graphique, accumulation, par saturation, par répétition, par simple signalisation, par composition, par recouvrement, par substitution, par complémentarité ou par association. Ce qui permet ensuite de construire un réseau topologique qui met en relation non pas seulement les statues menhirs,
mais l'ensemble des représentations graphiques du néolithique final, ici, dans le cas présent. Alors, évidemment, c'est un essai, donc c'est presque un jeu intellectuel, mais qui est quand même assez intéressant, dans la mesure où elle montre qu'en fait, on ne peut pas détacher les productions de type statue menhir ou stèle anthropomorphe, des productions sur d'autres types de supports, sur des supports fixes, en particulier l'art sur paroi, et sur paroi en plein air. Le seul défaut de la méthode, c'est que la plupart des gravures sur paroi et la plupart des statues menhirs sont mal datées. Et on sait qu'en archéologie, faire des hypothèses qui relèvent de l'histoire de l'art ou de la mythographie sans tenir compte de la chronologie relative des éléments entre eux, c'est retomber dans le piège de l'analyse structurale, de l'anthropologie structurale, si je puis me permettre, parce que je m'adresse à des anthropologues, je ne voudrais pas me dire des bêtises. Le piège d'anthropologie structurale, qui a d'ailleurs été largement commenté par Lévi-Strauss lui-même, qui consisterait à ne pas tenir compte de l'évolution des sociétés et des symboles dans le temps. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'est peut-être aussi un faux procès dans la mesure où la relation structurale entre les signes et les symboles se fait aussi par métamorphose, par inversion, et pas seulement, et donc cette inversion et ces métamorphoses qui ont pu se produire au cours du temps peuvent également être prises en compte. Enfin bref, j'épilogue là-dessus, hein, on parlera dans la discussion si ça vous intéresse. Alors, c'est aussi une représentation de l'individu, donc je termine, hein, je vois que je vais dépasser le temps qui m'est imparti. Une sexualisation changeante des représentations notamment, avec des modifications de motifs qui font passer des statues féminines à des statues masculines, c'est-à-dire on efface les seins, on rajoute une arme, ou on fait des seins et on efface l'arme, et avec des allers-retours constants entre masculin et féminin, qui donnent aussi une idée de la enfin des normes qui sont utiles à cette époque-là, c'est-à-dire qu'il y a une importance à représenter un personnage féminin ou un personnage masculin. Il peut aussi exister, c'était l'objet d'un article là, que j'avais mis dans les hommages à Bernard Sellato, il peut s'agir aussi d'une androgynie ou d'une combinaison des deux facettes sexuelles, mâle et femelle, ou hommes et femmes, sur les statues. Il existe par exemple dans l'art, dans des arts purs et sains. C'est aussi donc au-delà de la représentation de l'individu, une représentation de la société. Donc là, je reprends une thèse qui a été émise il y a quelques années, en 2008, par Maïté Nasson, qui a fait un travail remarquable sur les tombes collectives et montré en particulier une prééminence des dépôts d'armes dans les tombes masculines dans le nord disons, une partie nord-nord-est de l'Europe occidentale, et des haches dans la partie sud-sud-ouest de l'Europe occidentale, avec des dépôts dans les hypogées, par exemple ici, dans les hypogées de la Marne, des dépôts sélectifs, qui montrent qu'on ne dépose pas, on a une représentation femelle, mâle, avec des dépôts d'objets qui sont normalement associés aux sépultures masculines. Hein. Voilà. Donc là, on a une combinaison des deux principes. Et donc, elle a souligné justement la parité entre hommes et femmes dans les tombes. Alors, son modèle consiste à supposer que les tombes masculines qui contiennent des armes se rapportent au monde sauvage, au monde de la chasse et de la guerre, à la force et à la domination. Pourquoi pas, hein, c'est une hypothèse, avec un affichage du pouvoir. Alors que dans les tombes féminines, on a des objets qui se rapportent à la domesticité, à la maison, au champ, à la nature reproductive, disons, des femmes, et à l'affichage du lignage. Hein, c'est l'hypothèse qui a été faite par rapport aux objets qui sont représentés dans les tombes, avec entre les deux des objets qu'on va retrouver dans les tombes masculines et féminines, les outils et la céramique. Alors, vous voyez ici, c'est pas une tombe collective, hein, c'est la tombe de Varna avec un homme qui d'ailleurs était peut-être dominant, si on en juge par la richesse de ses offrandes à l'intérieur de la tombe, de l'or, du cuivre, enfin des matériaux précieux, mais qui d'après les études anthropologiques avait un squelette en très très mauvais état. Et ici, dans la même nécropole, un collier avec du corail et de l'ambre et de l'or qui a pu être déposé dans une tombe féminine. Donc ça, c'était l'hypothèse de départ. À partir de cette hypothèse de départ, on peut construire à peu près la même chose pour les statues menhirs masculines et féminines, hein,
Ouais, par exemple, l'ensemble du Haut-Adige avec ses belles statues féminines ici, ces grandes statues masculines, où on a effectivement un dimorphisme de la statuaire qui peut correspondre à l'affichage du pouvoir tel qu'il était supposé par Maïté Nasson. Le poignard et la hallebarde sont plutôt, et les haches sont plutôt des éléments des tombes masculines. Donc ça serait un affichage individuel de marqueurs identitaires, donc de marqueurs collectifs sur l'individu. Dans les tombes féminines où il y a les seins en général, on a plutôt des pendeloques, des crosses, des colliers, donc un affichage communautaire de marqueurs sexuels, avec donc des marqueurs plutôt culturels, et puis tout au milieu, un certain nombre d'objets qui sont communs aux deux types de statues menhirs, comme la ceinture, le collier simple, la cape, ou parfois les haches aussi qui peuvent être sur les statues féminines. Donc on pourrait reproduire, si vous voulez, un peu avec un vocabulaire un peu différent, la division qui a été faite. On peut aller un peu plus loin et on peut éventuellement envisager que cette division peut renvoyer à l'échange. On constate en particulier que tout ce qui est dans la sphère masculine, en général, ne voyage pas beaucoup, s'échange peu. C'est le cas des objets en métal, les poignards, les hallebardes en cuivre. Alors que dans la sphère féminine, les objets qui sont représentés sont des objets qui circulent beaucoup. On voit un pougre paniforme, on voit des parures, et entre les deux, on a des objets qui sont plutôt imités, qui ne circulent pas, c'est leur imitation qui va circuler, notamment les armatures, les flèches de poignard en silex. Donc on peut aussi envisager, en fait, qu'on a, à partir de ce modèle initial, de la sexualisation des dépôts, puis de la sexualisation des représentations, une sexualisation des échanges, qui va conduire à ce qu'a déjà signalé depuis très longtemps l'archéologie, c'est-à-dire la patrilocalité et la mobilité des femmes. Donc là, sur l'interprétation, l'hypothèse ramène directement à la structure même, à la composition de la société, à la structure de la société, la structure profonde de la société. Alors cette mobilité des femmes et ce système de patrilocalité est maintenant largement abondée par les études paléogénomiques, mais je le rappelle, elle était déjà mise en évidence par l'archéologie. Mais pas par les statues menhirs, c'est un peu nouveau. On l'avait mis en évidence notamment par la fabrication de la poterie sur le site de Boussargues, dans le sud de la France. Ça avait été également mis en évidence dans le Jura par Helena Bury pour le voyage des potières de part et d'autre du Jura sur le flanc actuellement français et sur le flanc suisse du Jura. Alors, pour terminer, une idée qui m'est venue, qui est un peu nouvelle peut-être, mais qui n'est pas si nouvelle que ça, parce que la plupart des hypothèses qui sont soulevées ont déjà été sous une autre forme, ou sous une forme très peu différente, c'est la représentation d'un mythe, ou des mythes. Alors, on avait commis avec Ingrid Sénépard un article sur les statues menhirs en évoquant les héros civilisateurs, hein, en disant que voilà, c'était une représentation de héros civilisateurs. Bon, ce serait des monuments prométhéens, donc je reviendrai pas dessus, mais simplement pour dire que depuis très longtemps, les archéologues ont assimilé ces visages à des masques. Notamment, je vous rappelle, avec ces statues menhirs qui ont l'air de tenir effectivement un masque, hein, voilà, les statues menhirs de Provence aussi, mais également les exemplaires du Rouergue, avec des choses de... Alors, si on avait voulu faire des scarifications ou des tatouages, bon, des scarifications, on peut les faire en relief, les tatouages, on les fait plutôt en creux. C'est plus compliqué de dégager des petites barres comme ça en relief que de faire simplement de vider la face et puis de rayer ensuite le visage. Donc il y a vraiment une volonté ici de montrer qu'on a quelque chose qui est en relief, hein, sur ces statues du Rouergue, parfois des expressions tout à fait étonnantes, comme celle-ci. Donc ils font effectivement penser à des masques, encore des exemples. Alors ici les deux stèles de Bouissette, près de Montpellier, avec leur visage tout à fait étonnant. Ici d'autres stèles du Gard avec les arcs faciaux. Alors évidemment, très rapidement, ces masques ont été assimilés à des têtes de rapaces de nuit, et on a parlé de stèles à tête de chouette. Alors jusqu'à présent, cette hypothèse faisait sourire, on la retenait pas tellement, on la trouvait plutôt folklorique, mais elle m'a beaucoup intrigué à la suite de découvertes récentes dans le bassin parisien, sur lesquelles je terminerai. Avant, je remarquerai qu'il y a quelques stèles qui présentent quand même des faciès assez curieux,
notamment celle ici que j'avais étudiée, qui est au musée de Saint-Germain-en-Laye, au MAM, la statue de Rebourville dans le Tarn, où on voit un nez là tout à fait disproportionné, de part et d'autre d'œil tout petit, avec une face triangulaire. Et voici une chouette en plein vol avec son espèce de nez pointu et les yeux de chaque côté, hein, qui font un peu penser à ces stèles. On a également, évidemment, des comparaisons possibles avec les statuettes contemporaines de la péninsule ibérique, les petites plaques de schiste qui sont trouvées par centaines dans les dolmens, avec leurs yeux soléiformes, mais peut-être pas soléiformes, hein, c'est peut-être la représentation d'un plumage, avec cette sorte de bec, hein, ces sourcils très épais soulignés, qui évoquent également les rapaces de nuit et la chouette. Et puis dans le bassin parisien, assez récemment, on a mis au jour, pardon, sur des blocs de grès, des représentations tout à fait étonnantes, ici étudiées par Serge Cassin en détail, mais c'est pas l'inventeur, c'est pas lui qui a fait les découvertes, mais il a fait par contre un remarquable travail d'étude, qui sont de dimension humaine, hein, un personnage est dessiné derrière, et qui représentent, voyez-vous, des têtes avec des petits traits pour indiquer les yeux et le nez, un corps relativement oblong, hein, alors avec parfois des aspects très différents qui font penser à un plumage, donc on a pensé à des coiffures de plumes un peu comme les Sioux ou les Cheyennes, mais ici, très spécifiquement, on a deux ailettes qui font beaucoup penser à la tête du grand-duc, le bubo-bubo, qui est un animal d'ailleurs qui lorsqu'il est posé sur une branche, son corps prend cette position, hein, massive, un peu en forme de bouteille, euh, qui est un animal qui est quand même assez grand, hein, qui fait jusqu'à, je crois, pas dire de bêtises, il peut faire jusqu'à 1,50 m de hauteur. 80 cm, excusez-moi, 80 cm de hauteur. Donc c'est un animal assez grand, presque 1 m de hauteur, voilà, qui pourrait correspondre, si je regarde l'échelle qui est ici, qui est pratiquement identique. Alors, moi je compare ces gravures à la représentation de cet oiseau. Serge Cassin, lui, le compare à des poupées qui ont été retrouvées dans des tombes du Moyen Empire en Égypte, avec ces espèces de nattes, hein, qui sont tressées au-dessus de la tête. Voilà, la tête en forme d'épingle. Voilà, donc je voulais terminer là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Alors c'est une hypothèse qui est en cours d'étude, il faudra la développer, mais je trouve très intéressant la relation qui peut être faite avec cet animal, la chouette ou le hibou, qui n'est pas négligeable dans les mythologies, vous savez, hein, la déesse aux yeux pairs, la représentation d'Athéna dans la mythologie, mais comme je suis pas mythographe, moi je vais me contenter de raisonner en archéologue et d'essayer de faire des comparaisons à la fois de taille, de dimension, pour voir si effectivement, entre les stèles du Midi et ces représentations qui seraient plus anciennes, puisqu'elles sont attribuées à la culture de Cerny, donc en gros autour de 4000 avant notre ère, 4000, 3009 avant notre ère, 3008, et donc il serait attribué à la culture de Cerny, mais qui serait attribué à la culture de Cerny. Hein. On les a attribués à défaut dans la mesure où on n'a pas d'objets archéologiques qui sont directement liés à ces représentations. Voilà, merci.